Et bonjour, merci à la Fondation Gabriel Péri de m'avoir invité pour cette intervention. Effectivement, j'interviens au titre de rédacteur en chef de la revue Progressiste. Je ne suis pas un spécialiste de la protection sociale, où je ne travaille pas dans les professions médicales, je suis enseignant. Mais en tant que rédacteur en chef d'une revue qui a pour ambition d'articuler les enjeux scientifiques, techniques et du monde du travail, on a bien évidemment traité ces questions de la protection sociale et des enjeux autour de la médecine, du progrès médical, du progrès de la médecine et de tout ce qui tourne autour. La revue, un mot pour parler de la revue. La revue, on l'a lancée en 2013 parce que on s'est rendu compte que dans les débats qu'il y avait dans la société, on était en pleine campagne des présidentielles, on avait un débat qui était vicié par le fait qu'il y avait une réelle méfiance, voire peur de tout ce qui touche à la science. Une méfiance, une image négative qui va même jusqu'à la disqualification de l'expertise, y compris l'expertise publique. On a trouvé ça problématique et on a décidé à l'époque de lancer une revue qui permet justement d'articuler ces enjeux-là en donnant la parole à des experts sur le plan de l'environnement, sur le plan du monde du travail, et puis des experts particuliers, des médecins, qui sont des experts de la biologie, et donc on a eu pas mal de contributions de médecins, et on avait sorti un numéro avec le cahier des protections sociales, dont le rédacteur en chef est Michel Dumousin, un dossier sur le pôle public du médicament que vous pouvez retrouver à l'entrée. Alors, méfiance de la science, c'est problématique. C'est problématique d'avoir une méfiance à ce point diffusée en France de la science, une image négative, parce que au fond, aujourd'hui, on assiste à une catastrophe au niveau de la formation scientifique. Il y a un effondrement des effectifs dans les universités, dans les filières scientifiques. Et quand je dis effondrement, le mot n'est pas exagéré. Je suis assez inquiet parce que ce qui a conditionné, ce qui a fait que notre pays est un pays très riche, c'est la 6e puissance mondiale, c'est quand même essentiellement parce qu'on a su développer des qualifications de haut niveau, et notamment liées à la science. Quand on voit toutes les grandes réalisations françaises, les réussites économiques françaises, elles sont liées au fait qu'on a eu des scientifiques, des ingénieurs de haut niveau, des techniciens, des ouvriers qui ont mené des projets, qui ont tiré tout le reste, c'est-à-dire tous les services qui sont autour. Or, cette désaffectation justement de la science, vous le comprendrez, elle hypothèque la production de la richesse future. Et donc on touche à la question de la protection sociale. Un pays qui ne produit plus rien, un produit qui s'appuie que sur les services, il ne tient que quelques dizaines d'années. Et donc, la protection sociale s'en ressort. Autre chose, cette désaffectation dans les sciences, on parle de progrès de la médecine, mais en réalité, on ne peut pas isoler ce qu'on pourrait appeler un secteur de recherche médicale ou de progrès de la médecine. Le progrès de la médecine, c'est tout simplement la somme, la rencontre de progrès dans l'électronique, dans l'informatique, dans la robotique, dans la science des matériaux, dans les techniques du numérique. C'est tout ça qui fait, en plus évidemment de toutes les connaissances nécessaires, des progrès dans les connaissances de biologie et puis des demandes des médecins qui font qu'on a ce progrès de la médecine qui est effectif. Si on n'a plus tous ces secteurs-là, si on perd le savoir-faire dans ces secteurs-là, on va bien sûr hypothéquer la qualité de notre protection sociale. Alors,
Il a été dit tout à l'heure que sans service public, il n'y a pas de protection sociale efficace. Mais aussi, sans développement scientifique et technique, il n'y a pas également de protection sociale efficace. Parce que à la fin, ce sont quand même le personnel médical, ce sont des gens qui sont formés, qui vont assurer ce service public. Donc, un pays qui n'est pas capable de former un personnel médical de haut niveau, qui n'est pas capable de se doter de structures et d'équipements haut niveau pour répondre, pour assurer la santé de sa population, il peut avoir la meilleure protection sociale du monde. Il y répondra pas. Alors, il a été évoqué le cercle vertueux entre effectivement la qualité d'une protection sociale et puis le développement scientifique et technique. Oui, parce que plus vous avez une population en bonne santé, plus vous créez les conditions pour qu'il y ait un épanouissement et qu'il y ait une élévation des qualifications et qui, à la fin, en progrès médical, qui lui-même va rebattre les cartes sur notamment par exemple l'espérance de vie, le niveau de vie, et qui va à son tour changer la protection sociale. Pour le dire vite, une protection sociale pour une population qui a une espérance de vie de 60 ans, comme c'était le cas en 1945, bien, on comprend bien que on ne peut pas la concevoir de la même manière qu'une protection sociale pour une espérance de vie d'aujourd'hui de 80 ans. Et on comprend bien aussi que c'est cette protection sociale-là qui a permis cette élévation de niveau de vie, parce que ça a permis à des millions de citoyens de travailler à ce mouvement du progrès. Donc on a vraiment un cercle vertueux entre protection sociale et développement scientifique et technique. Bien sûr, il y a des contre-exemples. Il y en a un énorme, c'est les USA. On a bien un pays ici qui concentre toutes les qui est le plus riche du monde, y compris presque par habitant, en tout cas parmi les gros pays, et qui concentre l'essentiel du savoir mondial est concentré aux États-Unis. Ils attirent tous les savants du monde, et pourtant leur système de santé, il est 2 fois plus cher. Et il est moins efficace. Il est moins efficace que dans bien des pays. Donc on voit bien que ça suffit pas. Hein. Le cercle vertueux que je vous décris, c'est une vision quelque part idyllique si on a la volonté politique. Mais comme tout peut être perverti, y compris un système de protection sociale à la base, qui peut être perverti, comme on voit aux États-Unis, et orienté vers la recherche du profit et l'accumulation. Alors, et puis, le développement scientifique et technique dans le domaine médical, il questionne même le système actuel et il pose même la question de son dépassement. Parce qu'on voit bien, par exemple, dans les exemples de la recherche dans les médicaments, il y a beaucoup de recherches qui ne sont pas intéressante pour le système capitaliste, car il faudrait développer des médicaments dont on n'est pas sûr qu'il faudrait vendre. C'est le cas par exemple des antibiotiques, certains antibiotiques qu'il faudrait produire, mais pour peut-être ne pas les vendre. Donc c'est vraiment pas intéressant pour la logique actuelle. Les recherches dans les maladies rares, il y a plein d'exemples qui montrent qu'il y a un besoin de dépassement du système pour passer à une autre étape dans la recherche médicale. Alors, je voudrais juste finir sur une idée. On parle de souveraineté alimentaire dans l'agriculture. Je pense qu'il faudrait l'équivalent pour les systèmes de santé. C'est-à-dire qu'on dit bien, pratiquement tous les forces progressistes disent que les pays, ils ont le droit d'avoir une agriculture autosuffisante et avoir les moyens de se nourrir par eux-mêmes, etc., etc. Il faudrait avoir cette même idée
dans le domaine de la santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un pays devrait avoir les capacités, en tout cas tendre vers la capacité de former lui-même son personnel médical, se doter de structures, et y compris dans la dimension industrielle, parce que les équipements qui permettent de répondre à ce service public, ce sont de véritables filières industrielles. Je vais en citer quelques-uns pour la France, notamment. Par exemple, dans le secteur de l'imagerie médicale, aujourd'hui, on est obligé d'importer les scanners. Or, on a une entreprise qui s'appelle Thales, c'est une entreprise de défense, qui a tout le savoir-faire pour pouvoir produire des scanners. Alors, il y a des militants syndicaux, d'ailleurs, dans cette entreprise qui se battent pour qu'une filière française de l'imagerie médicale soit créée. C'est une question d'indépendance aussi, de ce que j'appellerais souveraineté médicale. Et puis, on a la question du big data. Il faut savoir que le secteur de la santé, c'est le secteur qui produit une quantité immense d'informations. Je vais vous donner juste ce que traite le CHU de Rennes chaque année. Il y a 1,2 milliard, pardon, c'est de l'ordre de plusieurs, je n'ai plus les chiffres en tête, excusez-moi, mais si on regarde, la France a une caractéristique assez particulière dans le monde, c'est le seul pays qui a centralisé toutes les données médicales à travers le SNIRAM, le Système national d'information interrégime d'assurance maladie. Et ce système-là, il stocke chaque année et retraite pratiquement 1,2 milliard de feuilles de soins, 500 millions d'actes médicaux et 15 millions de séjours hospitaliers. C'est une manne d'informations immense qui est très alléchante pour des multinationales, notamment qui sont étrangères, notamment aux États-Unis, mais aussi chinoises, qui ont beaucoup plus d'avance que nous sur ces questions-là et qui ont développé, parce que pour traiter toutes ces données-là, il faut vraiment développer des secteurs économiques qui aient les compétences et les compétences pour faire ça. Donc c'est vraiment un secteur économique qui se développe fortement dans le monde, et la France est regardée avec de gros yeux, pas parce que on est le plus gros système, le plus gros pays, le pays qui a la plus grosse base de données de santé. Et là aussi, on a besoin de développer une filière française, parce que on comprend bien que ces informations-là sont délicates, que pour des questions d'éthique, on doit avoir la maîtrise publique de ces informations-là. Et là, pour l'instant, on est en panne sur toutes ces questions. Je vais finir juste sur un exemple pour montrer à quel point le développement scientifique, ça conditionne la santé d'un pays. Eh bien, la chaîne du froid. On pourrait se dire, mais que vient faire la chaîne du froid, la maîtrise de la chaîne du froid de la santé d'un pays? Ben, c'est un vrai problème pour beaucoup de pays. Il y a beaucoup de pays qui forment certes du personnel médical, mais qui sont incapables de conserver des médicaments. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir fabriquer, de pouvoir assurer une chaîne du froid. Et donc, on constate les dégâts sur place, c'est que vous faites une médecine sans médicaments. Sans médicaments. Et on voit à quel point tout est imbriqué, et que parler de recherche médicale, dire « moi je suis pour la recherche, mais que la recherche médicale, mais pas les nanotechnologies, pas la chimie, pas la robotique », eh bien on se rend compte que la robotique c'est très important. Je ne vais pas citer d'exemple. Les nanotechnologies c'est très important, parce que quand on voit les traitements de chimiothérapie et les dégâts qu'elles provoquent dans les effets secondaires, les nanotechnologies permettraient de réduire par 20, par 30 les doses et les concentrer sur les zones de tumeur, et à tel point que le mot nanotechnologie est tellement tabou que j'ai entendu des médecins à la radio qui décrivaient les potentialités d'une nouvelle technique. Et j'ai compris qu'ils parlaient de nanotechnologie, mais ils osaient jamais, à aucun moment, ils ont prononcé le mot.
parce qu'ils savaient très bien qu'en prononçant ce mot-là, ils déclencheraient toutes sortes de fantasmes et de peurs. Et ça hypothèque l'avenir. Donc moi, c'est un peu un cri d'alarme que je lance. Le défaut, la mauvaise image de la science et le défaut, le fait, la désaffection de nombreux jeunes, plus personne ne veut faire pratiquement plus personne ne veut faire d'études de sciences. On voit dans les universités, les filières de mathématiques, de physique, elles se vident. Eh bien, ça hypothèque l'avenir.